Bienvenue dans le Roller Coaster Show et aujourd'hui j'accueille Daniel, président de QuickText, pour parler de serial entrepreneur, investisseur. Il n'y a pas une semaine où j'ai pas des fonds d'investissement qui sonnent à la porte. Je ne cherche pas à aller plus vite que les autres. Comme je dis, nous ne sommes jamais les premiers, nous cherchons à être les meilleurs, ce qui n'est pas pareil. Tu as le panel global de tout ton parcours qu'on va travailler aujourd'hui par rapport à ton dessin qu'on a reçu. Très comme il est beau. Courbe, très mathématicien. Ah oui, c'est ça. Donc à la base, je suis mathématicien, ça se voit un peu. Je suis pas très créatif. Donc j'ai fait des petits points, j'ai tiré des traits. Je voulais que ce soit précis. Et quand tu l'as fait justement, c'était quoi ton sentiment d'avoir retracé ton parcours comme ça? Eh bien écoute, ça m'a fait penser que effectivement, on a l'habitude de dire 1000 fois que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et rétrospectivement, je me dis bon, ça va, j'ai survécu à tout ça, c'est quand même pas mal, hein. Donc c'était pas gagné, c'était pas gagné. D'ailleurs sur ma pierre tombale, il y aura marqué il avait aucune chance. De toute façon, voilà. Et je sais pas comment ça sera à la fin, mais au départ, statistiquement, j'avais aucune chance. Et justement, en parlant de ça, le roller coaster, c'est quelque chose que tu aimes, les sensations fortes, l'émotion en tant que. Je vais te répondre de manière très honnête, pas du tout. Non, t'as pas les mêmes. Non, pas du tout. Donc, les grosses périodes de stress que j'ai connues de ma vie d'entrepreneur, aujourd'hui, je fais tout, mais je dis bien, je fais tout pour les éviter. Ouais. Vraiment, déjà pour moi, parce que de manière très égoïste, mais surtout pour mes équipes. Parce que quand l'entrepreneur a du stress, il peut faire ce qu'il veut, il va le transmettre à ses équipes. Comme je dis souvent, le poisson pourrit par la tête, quoi. Et donc, j'essaye de pas transmettre du stress à mes équipes. C'est une bonne chose. Oui, non, mais vraiment, j'essaye. Enfin, il y a quand même un peu de pression, tu vois, donc parce qu'il faut vraiment que les choses avancent. Mais j'essaye de ne pas leur mettre du stress. Alors, de temps en temps, ils me disent « Mais si, Daniel, on est stressé. » Ah bon, je comprends pas. Pourtant, j'ai tout fait pour pas vous soyez stressé, mais ils disent « Oh, Daniel, voilà. » Mais bon. Alors, on commence ce parcours avec une montée, une ascension dingue sur ton parcours. Ça commence fort. Ouais, ça commence fort, ouais. Ça commence par une première société. Ouais. Une première aventure. Ouais. Alors, tu te lances dans quelle aventure? Alors, en 1991, alors je me rappelle de la date, hein, parce que c'est le code de mon armoire dans la salle de sport, 1991. Ma première boîte, je lance ma première boîte parce que j'ai travaillé dans la banque, la finance. C'est pas pour moi. Comme je dis, la cravate empêche le sang de monter au cerveau. Donc je me dis, il faut que j'aille faire autre chose. Donc il faut que j'aille faire autre chose. Et à l'époque, je fais partie des rares gens qui ont un Macintosh. À l'époque, c'était pas si évident que ça. Un Macintosh SE, enfin une espèce de monobloc très sympa. Et je m'amusais à faire du graphisme dessus. Alors je suis pas du tout graphiste, mais je trouvais ça sympa. Et donc à cette époque-là, je monte, tiens-toi bien, en connaissant rien de rien, je monte une agence de com basée sur mon Mac. Véridique, hein. Et donc on monte une agence. De la finance, comment tu bascules? Parce que je trouvais ça vachement plus créatif. Toi. Et donc, je connaissais des gens dans le domaine. À l'époque, je faisais partie des clubs Mac. Enfin, bon, c'est un truc qui n'existait plus, évidemment. Et donc, je rentre dans tout ce domaine-là, des gens qui se rappellent peut-être de Quark Express, de Illustrator, qui existait déjà à l'époque. Enfin, voilà, Photoshop qui va arriver. Donc, moi, j'ai connu Photoshop 1.0, quoi. Tenez-vous bien, moi, j'ai fait des formations sur Photoshop. Parce qu'il y avait personne qui savait comment ça marche. Donc, je sais pas si on sait toujours s'en servir, mais. Ouais, alors maintenant c'est devenu un truc super compliqué. Mais à la base c'était un truc très simple. Je me rappelle, on mettait sur Photoshop, on mettait du jaune et du bleu. On mettait le doigt et ça devenait du vert. Enfin, c'était incroyable. Enfin, c'était fantastique. Bref, donc je monte cette boîte. Donc on faisait de la com, et on faisait aussi de tout ce qui est de l'événementiel. La boîte monte très très fort et on sent arriver l'internet en 96. On le sent arriver. C'était pas une évidence biblique, mais on le sent arriver et on se lance sur l'internet. Et vu qu'on faisait pas mal d'événements, de séminaires, de congrès, on avait comme fournisseurs les hôtels. Donc ils nous connaissaient très bien. Et puis on va les voir en disant il y a un truc là, ça s'appelle Internet. Ça serait bien qu'on essaie. Alors vu qu'on était quelque part leurs clients, ils ont pas osé nous dire non. Donc on a fait comme ça les premiers sites internet. Tenez-vous bien, moi j'ai fait les premiers sites internet de Hilton Paris. Ah oui, pas mal. Ah ouais, pas mal. Voilà. Alors Hilton Paris, à l'époque il y avait plusieurs hôtels, mais tenez-vous bien, et un jour on voit le trafic, il explose. De Hilton Paris, le trafic explose, mais il explose tellement que les serveurs tombent. Et on cherche, mais pourquoi tout à coup le trafic a augmenté? Et j'ai découvert ça, je vous jure c'est vrai, dans mes toilettes. Je prends un magazine qui traînait, Paris Hilton. C'est là que je comprends. Tout le monde cherchait Paris Hilton et tombait sur le site Hilton Paris. Et le trafic du site explosait, quoi.
Donc truc de c'était fou. toi qui étais à l'initiative de ce projet. Voilà, donc Hilton Paris, moi j'ai rien à voir avec Paris Hilton, mais quand les gens faisaient la recherche, ils tombaient sur nous. Enfin bref, c'était une petite histoire. Donc ça a bien avancé. On a développé plein de choses autour de l'internet, dans tout ce qui était local, tout ce qui était tourisme et tout ce qui était hôtellerie. Ça marchait très très bien. Et on gagnait de l'argent. Ah, incroyable, on gagnait de l'argent. Et à l'époque, il y a des fonds d'investissement qui nous ont repérés, je ne sais pas comment. Ils sont arrivés nous voir. Ils sont arrivés pour nous voir. Ils nous ont expliqué que ce qu'on faisait, c'était très très bien, mais qu'on le faisait pas bien. Ah bon? Eh bien, oui, non. Une société Internet ne doit pas gagner de l'argent, monsieur. Une société d'Internet doit en perdre. Ah, cash Parce burn. que la somme de l'argent que vous perdez est équivalent à votre investissement, donc à la valeur de votre boîte. Moi, je suis un épicier, hein, je gagne de l'argent, je dépense, c'est pas l'inverse. Et je comprenais pas ce qu'ils me racontaient. Mais ils m'ont dit, j'étais invité à des endroits, tout ça. On m'expliquait que j'étais un génie. Je suis d'accord, super. J'avais pas l'impression. Moi, les seuls génies que je connaissais, c'est génie sans bouillir. Et donc, et là, ils me donnent beaucoup d'argent. Ils disent, mais on va investir dans ta boîte. Ils me donnent beaucoup d'argent. J'avais autant d'argent de ma vie. Quand tu parles de beaucoup d'argent, on est sur des sommes astronomiques. À l'époque, c'est en francs en plus. C'était même pas des euros, c'est des francs. J'avais jamais autant d'argent. Et ils m'expliquent qu'avec cet argent, je dois perdre de l'argent. Ah, bon. C'était le concept de Voilà, l'époque. il fallait que j'en perde. Voilà. Mais... Fallait que j'en perde beaucoup. Donc, on recrute à tour de bras, on ouvre des bureaux partout. Là. Bim, bam, boum, arrive l'Internet. Les mêmes, hein. Les mêmes qui me disaient, Daniel, il faut perdre de l'argent. Les mêmes, ils te disent ensuite, bon, Daniel, là, ça va pas. Là, il faut réduire la valeur. Maintenant, il faut gagner de l'argent. Ah, donc c'est à ce moment-là où c'est la chute. Alors là, mais en France, c'est pas possible. Quand un paquebot est lancé avec tous les problèmes de protection sociale qui sont normaux, attention, on peut pas licencier les gens. Enfin, c'est pas possible. Donc la boîte, elle est dans le mur avec une vitesse pharaonique. Bam. Mais le pire là-dedans, c'est pas ça. C'est que les financiers alors c'est moi qui ai mis la boîte dans le mur, attention, ce sont mes décisions, hein, téléguidées par les fonds. En plus, ils ont essayé de récupérer de l'argent sur mon dos. En plus, ils m'ont mis des procès, enfin, j'ai fini au pénal, enfin, ça a été l'enfer. J'ai vécu l'enfer. Dans cet enfer, donc c'est souvent une boule de neige infernale qui se déclenche. Comment tu as géré justement cette succession d'événements? Parce que ça commence par, il y a le premier événement qui déclenche. Ouais. Après, finalement, alors, ça... il y a un événement qui m'a sauvé. Ça va te paraître très paradoxal. Ma femme me quitte. Au même moment. En me laissant les enfants. Elle me quitte en me laissant les 2 enfants. On dit souvent c'est les 3D, hein, dépôt de bilan, divorce. Ouais, mais alors là, elle prend ses clics et ses claques. Elle se barre et elle me laisse les enfants. Un truc incroyable. Mais du coup, quand tu as 2 enfants à charge, ah bah, tu te laisses pas abattre, hein. Le matin, tu dois te lever, il faut que tu trouves des solutions, il faut que tu repartes. Donc du coup, le fait d'avoir, en plus de la chute mortelle, de devoir t'occuper tous les matins de 2 gamins qui à l'époque avaient 4 et 6 ans, tu vois, eh ben, tu y remets, hein. Tu bleu te chauffe et c'est reparti, quoi. Donc c'est parti, donc écroulement, donc je suis tout en bas. Et 2 ans avant, j'avais investi dans une boîte de yachting dont j'étais pas du tout operating partner, je faisais rien, j'avais juste mis un peu d'argent là-dedans, et puis je me retrouve désœuvré, j'avais plus rien à faire, et donc la personne qui avait lancé cette boîte, elle me dit, bah, tu veux pas venir me donner un coup de main? Faut bien savoir qu'à l'époque, j'ai plus un rond, hein. Je suis fauché comme les blés. Donc tu fais du pénal, tu as quand même tout un process tribunal lourd. Ouais, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Alors, comment je fais pour survivre quand tu parles en tant qu'entrepreneur, j'ai pas au chômage, j'ai rien, hein. Eh ben, coup de bol, j'avais prêté de l'argent un peu à droite à gauche. Donc j'allais voir tous les gens à qui j'ai prêté de l'argent et je leur dis, bon, écoutez, je pense que je suis dans la situation pire que dans la situation dans laquelle vous étiez vous-même il y a quelques temps, ça serait bien si vous pouvez me rembourser. Bah tiens-toi bien, à peu de choses près, ils m'ont tous remboursé. Donc ça m'a un peu remis à flot, ce qui m'a permis de vivre quelques temps. On parle en mois, on parle pas en années, hein. Et donc j'ai participé à cette boîte, je suis rentré un peu comme... J'ai commencé à travailler dessus, et Windward Island, et je connaissais bien Internet, et on a commencé à faire du référencement, mais dans les années 2000. Donc tu repars Je repars allez hop. À fond, quoi. Et en 3 mois, hein, c'est reparti. En 3 mois, c'est reparti, j'ai des revenus qui recommencent, etc. Tout ça dans un domaine dont j'ignore tout, le yachting. Je suis incapable de reconnaître l'avant de l'arrière d'un bateau, et j'ai le mal de mer. Donc c'était vraiment pas pour moi, quoi. Donc, et la boîte là, comme tu dois voir, ah bah oui. Alors du coup on avait
On avait 13 bureaux dans le monde. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Mais vraiment de fou. Alors, j'étais à Miami un jour, à Monaco l'autre jour, à Singapour, à Hong Kong, à Dubaï. Enfin, c'était. Toi, ton roller coaster, il est sans transition. Ah ouais, non, mais en 2 ans, hein, c'est reparti. Mais on a surfé sur la vague d'Internet. Hein. Vraiment, à l'époque, il y avait zéro concurrence. Enfin, on était tout seul là-dedans. Et donc, ça monte très, très fort. Et ça s'écroule, bam, lors de la crise des subprimes. Lors de la crise des subprimes, c'est là vraiment j'ai marqué les femmes et les enfants d'abord, parce que là, il y a tout qui coule. Il y avait de l'argent à flot, et quand il y a de l'argent à flot, les gens investissaient dans des yachts, des bateaux, ça coûte très cher. Hein. Le bateau, c'est le moyen le plus cher pour aller du point A à un point B, hein, c'est clair. Et je me rappelle très bien, j'étais au salon de Cannes, qui est un des plus beaux salons nautiques au monde, et j'apprends que Lehman Brothers fait faillite. Je me rappellerai mais toute ma vie, et vu que je suis un ancien banquier quand même. Et là, je me dis, ça sent vraiment, mais vraiment mauvaise cette histoire. Et là, je prends la décision avec mon associé à l'époque, je dis, on coupe tout. Tous les investissements, tous les recrutements, tout. On coupe tout, on va se prendre une vague, un tsunami, on va se le prendre. Et évidemment, 3-4 mois après, le tsunami est arrivé. Et ça t'a permis d'anticiper, cette anticipation t'a permis de sauver les meubles en quelque sorte. J'ai sauvé les meubles parce que je pense, enfin, c'est pas que je pense, j'en suis sûr, il y a pas mal de boîtes qui étaient nos concurrents qui sont mortes à cette époque-là. Elles n'ont pas anticipé, elles se sont retrouvées avec des charges énormes et le marché qui s'était écroulé. Et donc, c'est ça, là, c'est le point là, boum, écroulement encore une deuxième fois. C'est pas cool. Et là, c'est pas cool, mais t'es quand même en résilience de tenir le coup. Ouais, et là, mais c'est pareil, hein, c'est une boîte qui gagne de l'argent. Ouais. C'est une boîte qui gagne de l'argent, on a du cash, on a des réserves. Mes expériences passées m'ont amené à penser que cash is king, quoi. Il faut toujours avoir du cash derrière parce que ça te permet de bien dormir la nuit, quoi. Parce que moi, j'ai fait des études de risque en mathématiques et je m'en rappellerai toute ma vie. Un de nos profs faisait des calculs mathématiques sur le risque. Il noircissait le tableau, il suait à grosses gouttes des formules mathématiques dans tous les sens. Puis à la fin, il se retourne vers nous et nous dit « N'oubliez jamais, le risque, c'est quand on ne dort pas la nuit. » Est-ce que c'est vraiment ça, finalement? Oui, bien sûr. Le risque, c'est quand on ne dort pas la nuit. Et franchement... Mais est-ce que tu dors la nuit en tant que chef d'entreprise? Oui, alors, on va y venir, mais maintenant, moi, j'ai organisé toute ma vie d'entrepreneur pour dormir la nuit, quoi. Et c'est très, très sain, d'ailleurs. On y reviendra, c'est très, très sain. Et donc, voilà, la boîte s'écroule. Elle est repartie ensuite, progressivement, hein. Donc, ensuite, on va arriver à la période Covid, mais en parallèle, j'avais, dans mon ancienne activité, qui était d'agence de communication, j'avais beaucoup de clients. Et tous ces clients sont tombés sur ils n'avaient plus de prestataires, quoi. Ils n'avaient plus de prestataires, mais moi, je ne pouvais pas travailler avec eux. J'avais des clauses de non-concurrence. En même temps, j'avais des procès au pénal, donc je ne voulais pas prendre de risque de quoi que ce soit. Donc, j'ai attendu 1 an que les clauses tombent. Et tous mes anciens clients qui revenaient me voir parce qu'ils voulaient travailler avec moi, comme quoi je dois être un mec sympa quelque part, ils m'ont demandé de retravailler avec eux. Et là, j'ai remonté une agence, mais très, très, très légère. Qui faisait finalement la même chose que la première. Une agence qui faisait du web, pour faire ça, mais pour l'hôtellerie, au départ. Et donc, je l'ai remonté, mais vraiment, j'ai monté la société en une journée, j'ai trouvé le nom en une demi-seconde. La boîte s'appelle Satori Pop, comme une chanson d'Étienne Dao, que j'ai rencontré 3 fois dans ma vie, d'ailleurs. Un truc incroyable. Et c'est reparti, et c'est reparti, et c'est reparti. Et cette boîte vit toujours. Aujourd'hui, j'ai une centaine de personnes qui bossent, hein, qui font du code du matin au soir, du soir au matin. Et ils font des choses auxquelles je ne comprends absolument rien, mais c'est une boîte qui tourne. Et dont je m'occupe, somme toute, assez peu, mais qui tourne, voilà. Donc ça c'est le roller coaster, vraiment le plus, c'est pour les enfants celui-là, hein, vraiment c'est le petit roller coaster, ça tout va bien. On a juste un petit coup de chaud lors du Covid. Et finalement, c'est toute ton expertise mathématique, finance, qui te permet de finalement de pas forcément être un expert des boîtes que tu montes, parce que finalement c'est pas des sujets, yachting comme tu dis, c'est pas, voilà, t'as pas une passion. Non. Mais c'est de la gestion d'entreprise. Donc c'est la modélisation. Ouais. C'est la modélisation, on va y venir. Parce que là, et ensuite, ce que j'espère qui sera mon plus gros succès, donc en 2017, on a créé QuickText. Donc QuickText, qui est une boîte qui est spécialisée dans l'IA, dans le domaine de l'hôtellerie. Nous, on est dans une zone verticale. Mais en 2017, on crée QuickText parce que les hôteliers ont une problématique de communication vis-à-vis de leurs clients, ils arrivent mal à communiquer, ils n'ont pas les emails, leur booking ne transmet pas les emails, donc on leur crée une plateforme pour envoyer des SMS.
De fil en aiguille, on envoie des SMS, ensuite on fait des réseaux sociaux, enfin du Facebook, etc. On crée de la messagerie instantanée, de communication instantanée. On voit que les hôtels ne répondent pas, donc je vais voir, je dis oh là là, il faudrait peut-être qu'on mette à l'époque, qu'on crée un robot qui réponde. Hein. On raisonne pas encore en intelligence artificielle. On a beaucoup de chance, il y a Microsoft qui nous aide. Et on crée donc à l'époque la première IA pour les hôtels. Le premier hôtel qui a été lancé, c'était l'hôtel Baume, qui est à Saint-Germain-des-Prés. Le 1er novembre 2017, je me rappelle la date. Pardon, 1er décembre 2017. Donc au-delà d'être mathématicien financier, tu es quand même toujours en avance de phase sur la techno. Parce que tu arrives quand même au bon moment avec la bonne techno. Ouais, je suis curieux. Je suis curieux, puis, comment dirais-je, je suis paranoïaque. Je suis paranoïaque. Le danger vient de partout, quoi. Donc, et donc, cette boîte, on l'a créée. On lance dans l'intelligence artificielle. Personne n'y croit, mais personne n'y croit. Hein. Les gens me disent, il n'y a jamais personne qui réservera une chambre d'hôtel par une intelligence artificielle. Mais ce qui est marrant, c'est que chaque année, on met nos résultats du nombre de réservations qu'on a fait. Cette année, on va faire 802 millions de dollars. Ça fait un peu de sous quand même. Hein. Et chaque année, on fait un post LinkedIn et on met en dessous, personne ne réservera jamais sa chambre par une intelligence artificielle. Quoi. Mais est-ce que finalement, c'est pas toujours ça l'évolution, c'est que personne n'y croit jusqu'à ce que... C'est une chose que les choses sont faites, qu'elles sont évidentes finalement. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu as persisté, même si personne n'y croit? Parce qu'avec mon associé Benjamin, dès le départ, on avait une vision. Okay. On avait une vision et la vision commence à arriver là maintenant. Donc aujourd'hui, QuickText, bon, c'est une boîte qui marche très très bien. Là, on a demandé en 2017 et en 2020, on était déjà 40 personnes, quoi. Tout ça sans lever d'argent. Parce que toujours le même leitmotiv, on aime bien gagner de l'argent. Donc tu pars du principe que c'est un bon gestionnaire, bon père de famille, on fait de l'argent avec les clients. Ouais. Ouais, c'est les clients qui amènent de l'argent, c'est pas la levée de fonds. Non. Donc, heureusement, mon associé et moi, on avait de l'argent, si tu veux. Donc c'est nous qui avons mis l'argent au départ, avec des copains qui ont mis de l'argent. Mais surtout, j'ai évité les levées de fonds. On a fait de la dette. On a fait de la dette parce que mes banquiers me connaissent depuis 30 ans. Ils connaissent mon track record et ils savent que je paye mes dettes. Donc, ils m'ont prêté de l'argent. Donc, grâce à tout ça, on réussit à monter cette boîte et aujourd'hui on est leader mondial dans notre domaine. Hein. On est leader mondial de l'IA dans l'hospitality. Ouais. Tout ça sans avoir levé de fonds. Quand je dis ça aux Américains, ils me regardent avec des yeux comme ça, comme si on était des extraterrestres. Finalement, ton RIP du départ, qui a laissé des traces, c'est clair, ne t'a pas coincé à un moment, parce qu'on peut se dire en France, si tu as été au pénal, etc., tu vas être interdit de pouvoir gérer une entreprise. Ah, j'ai été interdit quelques-ans, ouais. Voilà, tu as connu l'interdiction de gestion. J'ai connu l'interdiction, ouais. Et comment tu le vis, ça, justement, quand tu es entrepreneur dans l'âme et qu'on te dit maintenant, c'est fini, tu n'es plus entrepreneur, comment tu le vis? Tu dis, ouais, c'est pas grave, j'attends et j'y retourne? Oui, c'est ça, j'attends, je fais le gros dos. La punition, tu vas au coin et... Oui, mais attention, je suis responsable de mes actes. Hein. Oui. Qu'on soit bien clair, hein, je suis responsable de tout ce qui arrive. Donc, je jette la pierre à personne. Si j'étais pas obligé d'accepter ce que les fonds me disaient, j'étais pas accepté. Non, j'ai accepté, donc j'assume. Et donc là, aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui, sans lever d'argent, alors c'est marrant parce que il y a pas une semaine où j'ai pas des fonds d'investissement qui sonnent à la porte. Bah évidemment, surtout en ce moment, l'IA... Voilà, comme je dis, ils savent voler au secours de la victoire. D'accord. Donc, mais on les refuse tous parce qu'on vraiment on veut pas. La boîte gagne de l'argent, on a un EBIT, etc. Et puis on continue notre petit chemin. Et comme je dis, hein, dans le lièvre à la tortue, nous sommes la tortue, clairement. Je ne cherche pas à aller plus vite que les autres. Comme je dis, nous ne sommes jamais les premiers, nous cherchons à être les meilleurs, ce qui n'est pas pareil. Nuance subtile. Et donc, la boîte marche bien. Donc, aujourd'hui, on équipe près de 2000 hôtels dans le monde, dans 76 pays, en 37 langues. On est 130. On gagne de l'argent. Et comme j'ai marqué en rouge, pourvu que ça dure. Mais quand on voit l'expérience, là, on sait qu'à un moment, on va se prendre à... Il y a toujours une continuité. On le sait, donc, et donc, vu qu'on le sait, je suis retourné voir ma banque. Je leur dis, je vais vous remprunter de l'argent. Je vais vous remprunter de l'argent. Mes actionnaires, mais pourquoi tu veux remprunter de l'argent? On a une tonne de cash, on gagne de l'argent. Je dis, on ne prête l'argent qu'aux riches. Donc, on va profiter qu'on soit riche pour emprunter de l'argent. C'est de l'anticipation. Voilà, on ne sait jamais s'il y a un Covid-25 qui arrive, je serais bien content d'avoir les sous. Donc, et de toute façon, on emprunte à un taux relativement faible. L'argent, on le replace automatiquement. Donc, on ne paye que l'écart qui est ridicule. Tout ça pour bien dormir la nuit. Donc la boucle est bouclée. Ben oui, la boucle est bouclée. C'est de la mélatonine, là, on dort, là. Vous voyez. Donc, et on peut quand même dire que ton IA, c'est une IA reconnue aujourd'hui. Ouais. Quand même assez fort au niveau international. Elle est reconnue partout, sauf dans un seul pays. Ah. Chez nous? Chez nous. BPI, 0. Jamais rien.
J'ai demandé plusieurs fois, à chaque fois. Et à chaque fois, je remplis pas les bonnes cases, machin, etc. Direction générale des équipements, des entreprises, pardon, on n'existe pas non plus. Vraiment. Là, vous avez été reconnu dernièrement aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, on a eu le Global Tech Award. Je pense que l'une des premières boîtes françaises à avoir eu le Global Tech Award aux États-Unis, dans le domaine de l'IA en plus. Donc on a eu un prix en Chine. Même les Chinois nous ont donné. Pourtant, ils sont pas mauvais. On est pris aux États-Unis et en France. On est en total. C'est pas grave, on survit. Hein. On vit très bien. Finalement, la plus grande partie de ton activité n'est pas sur le sol français. Finalement. Non, 90% de notre business à l'étranger. Donc voilà, en plus on est exportateur. Donc c'est bon pour la balance des paiements et on paye des impôts. Mais c'est pas beau ça. On paye des impôts. Je suis très fier, hein, franchement. C'est peut-être la chose dont je suis le plus fier. On paye des impôts, on participe à la balance des paiements. En plus, notre IA s'appelle Velma. Velma, il y a tout un storytelling autour de Velma. Elle est française, elle habite Oberkampf, elle fait la promotion de la France, elle fait la promotion de la musique française. Pour le 14 juillet, Bastille Day, on fait des cadeaux à tous nos clients. On dit c'est Bastille Day, vous avez des cadeaux. Les premiers qui se manifestent, ils auront droit à ça. Enfin, on fait plein de trucs autour de la France et ça marche très très bien. Voilà. Merci infiniment. C'est moi qui te remercie. D'être venu dans le manège. Je te laisse signer ton ticket. Et merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans le prochain. À bientôt.